D'ailleurs, alors puisque vous parlez vous parlez des académies, c'était pour pallier un petit peu le rôle des clubs en termes de formation. C'était ça. Les moyens. Il n'y a aucun club qui a les moyens. Il y a juste le PAC qui a fait une académie Guillou PAC qui fonctionne. En dehors de ça, il faut remercier le président Zetchi et les gens du PAC d'avoir voulu faire ça avec leurs deniers personnels. Aujourd'hui, les clubs professionnels attendent et vont recevoir les espaces fonciers pour leur permettre de créer des centres de formation, d'ailleurs financés à 80% en construction par l'État et 20% par eux sur les 10 milliards qu'ils vont recevoir ou qu'ils ont déjà reçus pour quelques-uns d'entre eux. Et c'est ça l'avenir du football. Mais les fruits de ces opérations, on les aura dans 10 ans, maman. C'est pas aujourd'hui. D'accord. Je reste sur 2013. Pour les moins de 20 ans, on est organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. Pour les moins de 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait pas temps, est-ce que l'équipe est en place pour préparer cette échéance? L'équipe a déjà préparé cette échéance. Ça fait 2 ans que nous les avions en préparation. On les a fait participer à d'énormes tournois, de grands tournois. L'équipe est là. Mieux que ça, nous avons non seulement l'effectif de 25 joueurs de cette équipe nationale, nous avons constitué 3 sélections régionales qui sont la réserve de cette équipe. Et dès le début de championnat, à partir de novembre, il est prévu un programme de regroupement mensuel pour cette équipe pour préparer 2013. Mieux que ça, à la fin de cette saison 2011-2012, à la rentrée 2012-2013, l'équipe sera en regroupement permanent jusqu'à la Coupe d'Afrique qui aura lieu à Alger. C'est-à-dire dès septembre 2012, l'équipe sera en regroupement permanent. D'accord, je continue également, il y a eu la mise en place de la catégorie des U21. Oui. Des U21. Est-ce que c'est... Heureusement, pourquoi? Allez-y. Oui, heureusement. Vous savez que cette année, la Ligue nationale a enregistré 373 licences, si mes souvenirs sont exacts, pour la Ligue 1 et autant pour la Ligue 2. Dans les 2 ligues professionnelles, l'ensemble des 32 clubs professionnels ont moins de 20 licences professionnelles pour les seniors de première année. Si je n'avais pas créé les U21 cette année, nous aurions perdu plus de 300 joueurs qui n'auraient plus joué au football professionnel. Donc nous avons permis, en créant cette réserve, si on peut l'appeler comme ça, cette équipe d'espoir, leur permettre à plus de 400 joueurs de continuer à jouer au football en tant que senior première année et d'espérer revenir vers les compétitions de haut niveau. C'est également dans l'objectif de permettre aux joueurs qui constituent l'équipe olympique de pouvoir intégrer, puisque il y a 3 joueurs de moins de 23 ans qui peuvent jouer avec les U21. Oui, ça c'est en phase finale seulement. Hein. C'est en phase finale de tournoi. Dans les qualifications actuelles, on n'a pas le droit d'utiliser des joueurs de plus de 23 ans. Aujourd'hui, Aïdjoudi a convoqué une trentaine de joueurs pour un stage qui va commencer la semaine prochaine. En réalité, c'est un stage d'évaluation physique. Nous allons voir où on sent physiquement les joueurs pour pouvoir choisir les 25 qui vont se préparer pour le tournoi de l'Union d'Afrique du Nord, de l'UNAF, que j'ai l'honneur de présider. J'organise un tournoi justement pour préparer des équipes d'Afrique du Nord qui sont membres de notre union, à savoir l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Nous sommes 3 qualifiés sur 8, ce qui est énorme pour notre zone, pour cette phase finale de préqualification pour les JO de Londres. Et donc nous organisons un tournoi à Tanger et à Tétouan au mois de novembre, du 1er au 12 novembre, où nous faisons venir 3 autres équipes pour jouer contre nous. Je parle des 3 équipes, parce qu'on n'a pas le droit de jouer entre nous, puisque le tirage au sort sera déjà fait en septembre. Nous avons fait venir l'Arabie Saoudite, qui elle-même est qualifiée déjà pour les Jeux Olympiques, le Qatar aussi, et l'équipe du Niger. Vous avez vu le Niger, les progrès qu'a fait le Niger ces derniers temps. D'accord. Justement, alors, avec les académies, M. Mohamed Al-Awalaoui, est-ce que vous ne pensez pas également que la mise en place des académies, puisque ça reflète un petit peu, c'est les meilleurs joueurs des catégories, les académies, c'est ça? C'est les meilleures prospections du moment. Du moment. D'accord. Est-ce que vous pensez que le fait que ces joueurs, bon, c'est les meilleurs, ils jouent contre d'autres formations, est-ce qu'ils sont intégrés à un championnat? Ils sont intégrés à un championnat. Le fait qu'ils soient bien supérieurs aux autres, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas ce risque également de les voir un petit peu démotivés, ces joueurs-là? Non, nous les faisons jouer toujours dans une catégorie supérieure. Les cadets jouent en junior, les juniors jouent au plus haut. C'est pour permettre également d'expliquer aux auditeurs comment est-ce que les choses se passent. Ah oui, allez-y. Non, les académies, c'est vrai qu'elles sont plus fortes que les catégories de leur âge, donc nous les faisons jouer dans la catégorie immédiatement supérieure. Les 15 ans jouent chez les 17 ans, les 17 ans jouent chez les 20 ans, et les 20 ans vont
jouer maintenant chez les U21. Et vous dites satisfait? Si vous deviez faire un premier bilan sur les académies, qu'est-ce que vous dites? On doit continuer sur cette voie-là ou il y a des choses à rectifier? Non, on n'a pas d'alternative, c'est une voie très provisoire. La formation, c'est les clubs, c'est pas la fédération. La fédération, comme je vous l'ai dit, pallie à l'insuffisance de formation dans les clubs, à l'inexistence de centres de formation dans notre pays. Dès lors que les clubs disposeront de centres de formation, le centre de la fédération reprendra son rôle fédéral, c'est-à-dire regrouper les équipes nationales sur la base d'un programme en fonction des compétitions internationales auxquelles ils participent. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous préparons une génération de joueurs en fonction du calendrier international. L'équipe de 2013, qui va jouer 2013, j'ai commencé à la mettre en place en 2009. En 2009, j'ai mis en place aussi l'équipe qui va jouer la CAN des U17 en 2013. Nous allons à cette rentrée faire rentrer des jeunes qui auront un âge qui leur permettra d'arriver en 2015 au CAN de 2015. Donc nous sommes obligés de faire une programmation de la préparation des joueurs dans les académies du fait que nous ne pouvons pas avoir de formation de club. Mieux que ça, au fur et à mesure, nous avons décidé, à la lumière de l'expérience que nous avons vécue, de faire de la prospection dans des sélections régionales pour trouver de meilleurs joueurs dans tout le temps. À titre d'exemple, les U96 qui sont partis au tournoi de l'Union arabe que j'ai organisé à Jeddah cet été. Il y avait parmi eux 12 joueurs qui sont venus des sélections régionales opérées à la fin de saison. Un joueur qui est parti avec les U93 au tournoi du Maroc est venu de la sélection régionale, il n'a pas vécu 2 ans avec l'académie, a été le buteur de cette équipe. D'accord. Alors, je continue avec vous et je vous demande une réponse rapide. La dissolution de l'académie des U20, elle ne répondait pas aux attentes en termes de résultats? Non, je vous ai expliqué que c'est pas une dissolution, c'est une fin naturelle, de travail d'une académie. À 18 ans, on ne garde plus les enfants dans un centre. À 18 ans, c'est des joueurs professionnels qui ont besoin d'aller s'épanouir et d'apprendre leur métier. Dans tous les pays du monde, d'ailleurs, si vous prenez le statut de joueur, avant 18 ans, on n'a pas le droit de signer de longs contrats de professionnels. À 18 ans, on devient un joueur professionnel affirmé. Je raconte une anecdote. Quelqu'un m'a posé une question sur le fils de Zidane au Real qui demandait... Qui vient d'intégrer. J'ai dit, en Europe, ces enfants commencent le football à 6 ans. Dans les écoles. C'est ce que vous me disiez. Quand ils arrivent à l'âge de 12 ans, ils sont intégrés dans les centres de formation. À 18, ils vont dans le professionnalisme. Ils sont plus en centre. Les directeurs régionaux, est-ce qu'ils doivent dépendre de la direction régionale ou être liés à la direction technique nationale? Les directeurs régionaux dépendent de la direction technique nationale. Ils vivent dans les ligues régionales parce que c'est un problème, disons, de domicile, mais sur le plan technique et sur le plan de la hiérarchie du travail, ils sont directement reliés, attachés à la direction technique nationale. Beaucoup rencontrent de problèmes, je me fais un petit peu le porte-voix de ces directeurs. Je sais, nous avons pris en charge ces problèmes depuis longtemps. Dès les jours qui viennent, et au plus tard avant la fin du mois, une réunion va regrouper l'ensemble des directeurs techniques du territoire avec la fédération pour prendre en charge tout l'ensemble des problèmes qui sont liés à leur mission. 11h28, ça c'était le volet technique. On a bien évidemment abordé les différentes questions liées au volet technique. On va passer maintenant au professionnalisme. En deux du professionnalisme, Monsieur Mohamed Alaoua. Sur l'an 1, s'il y avait des enseignements comme ça, un premier jet, une première réflexion, que dit le président de la Fédé? Il dit qu'on est content qu'on ait institué le professionnalisme. D'accord, ça c'est un fait. Ensuite, dans la réalité, je dis dans les faits, il faudrait que nous puissions faire des efforts considérables pour l'application du cahier des charges, qui est la Bible et la charte du football professionnel, et nos dirigeants et aussi nos joueurs, les gens qui sont des employés de ces sociétés, doivent faire les efforts pour aller vers le professionnalisme. En plus, de l'autre côté, il faut remercier encore une fois le président de la République et le gouvernement qui ont mis en place tous les encouragements, toutes les dispositions d'aide spéciale à l'éclosion du professionnalisme, à savoir les subventions, puisqu'ils leur donnent les 10 milliards, puis ils ont décidé de leur donner 2,5 milliards de subventions par an sur 4 ans pour le fonctionnement. Ils vont leur donner du foncier pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Ils ont donné le bus, le paiement des salaires des entraîneurs. Si vous permettez, Monsieur Mohamed Alaoua. Je continue, maman. Aujourd'hui, ça s'arrête juste pour finir. En plus, le transport des équipes. Ce qui ne marche pas pour ces dispositions d'encouragement magnifiques qu'a pris en charge l'État, c'est leur traduction en termes de réalisation sur le terrain.
Et là, je crois qu'on doit sortir de la bureaucratie. C'est pas au ministère des Sports à gérer des bons de commande pour Air Algérie ou à s'occuper. C'est la question que j'allais vous poser. Nous demandons, et nous avons déjà demandé, nous demandons à ce que ces mesures soient décentralisées sur la Ligue du football professionnel pour qu'elles puissent être rapidement mises en place. Bien sûr, à l'exception des affectations du foncier qui relèvent de l'administration des domaines et des collectivités locales. Mais je pense que nous espérons et nous souhaitons qu'au cours de cette saison, tous ces problèmes soient réglés pour réellement mettre en place les bases nécessaires à l'éclosion du club professionnel. Dans le club professionnel, les dirigeants des sociétés, je ne parle pas, souvent on parle de président de club, je pense qu'il faut plus parler. C'est des dirigeants de société, des patrons de société. Il faut parler des dirigeants, des cadres dirigeants des sociétés. Les clubs, c'est pas des présidents, c'est des sociétés, avec tout le respect que je leur dois. Nous devons voir ces sociétés commerciales devenir performantes dans leur organisation, mettre en place les structures administratives et financières pour la prise en charge de cette société, mettre en place les structures techniques avec des techniciens de bon niveau pour prendre en charge le développement technique dans le club. Ça, c'est la mission du club. La mission des joueurs, c'est de commencer à dire qu'ils sont des employés d'une société et qu'ils ont besoin de toucher un salaire régulièrement tous les mois et que la chambre de résolution des litiges de la fédération leur garantit la régularité de salaire et qu'ils ne viennent pas dire à un président donne-moi 7 mois d'avance ou donne-moi une prime annuelle. Ça doit cesser. Les responsabilités des sociétés qui gèrent les clubs sont claires, celles des joueurs doivent le devenir. Nous éviterons tous les malentendus qu'il y a même maintenant et nous effacerons tout le système empirique qui a existé jusqu'à maintenant.